Alors, quelques rappels historiques. La Savoie est une histoire très singulière. Il faut s'extraire du roman national français pour comprendre l'histoire de la Savoie. C'est une trajectoire historique différente depuis la nuit des temps. Voilà, ici, vous avez un peuple dont on parle souvent, c'est Allobroge, et en fait, qui est plutôt dans les plaines et les montagnes moyennes. Et à l'intérieur des Alpes, vous avez plein de peuples, les Ceutrons, les Médules, les Caillocèles, les Nantuates. Voilà. Et puis d'autres peuples qui sont de l'autre côté dans ce qui est aujourd'hui le Valais, les Salas dans la vallée d'Ost aujourd'hui. Les Taurins qui sont dans la plaine du Pô, du côté de Turin. Les Taurins ont donné le nom à Turin. Et pour regarder les emblèmes, elle passe, ça c'est un emblème sous Amédée VIII, le premier des ducs, le dernier des comtes et le premier des ducs. Et là c'est un emblème sous Victor Amédée II, mais avant qu'il devienne, on va voir la suivante, avant qu'ils deviennent rois. Alors là, vous avez pas très très fort, vous avez les 15 ducs. Amédée VIII ici. Amédée VIII, c'est une histoire qui est formidable. Son nom est souvent associé au château de Ripaille, où il a vécu donc au bord des lacs Léman, à Rathenon, il a vécu beaucoup de temps là-bas. Emmanuel Philibert, j'en dis deux mots, il naît grandit à la cour de Charles Quint, son oncle, en Espagne. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Savoie est quasiment complètement envahie par la France, sous François Ier. Il ne reste savoisien, plus que, on peut dire savoyard quand on parle de l'ensemble de l'État de Savoie, c'est plus précis. Il ne reste plus que la vallée d'Ost et Nice qui résistent. Et grâce à Emmanuel Philibert, quasiment l'ensemble des États de Savoie vont être reconquis. Grâce à une très grande bataille qui est la bataille de Saint-Quentin, qui n'est pas du tout sur le sol du royaume de France, dans le nord de la France. Et il se fait, au sein de la cour, il se fait général de l'Empire, et en fait, même l'armée du nord de l'Empire, qui est en fait l'armée qui vient de la Hollande, de ce côté-là. Donc il récupère ces terres, à l'exception de Pays de Vaud, la partie au nord du Léman, de Genève aussi. Le duché de Savoie sous Amédée VIII, 1430. Et alors là, ça va du lac de Neuchâtel jusqu'à Nice. Et on va regarder cette période-là un peu plus précisément. Ici, on ne voit pas très bien, mais c'est le couronnement de Victor Amédée II en 1713. Ça se passe à la cathédrale de Palerme. Et c'est un cadeau de Noël pour la Savoie, parce que ça se passe le 24 décembre. Alors voici les nouvelles armes de Victor Amédée II. Cette fois-ci, on y rajoute la Sardaigne ici. On y voit plein d'autres terres. En fait, les Savoies étaient déjà des rois. Mais c'était très un peu virtuel. C'était les rois de Jérusalem et d'Arménie. Ce sont, si je ne me trompe pas, si ça se fait le symbole de l'Arménie, si je ne me trompe pas. Celui de Jérusalem, on peut détailler tout ça. On pourra encore y passer un petit peu de temps. J'avance assez vite. Sous Victor Amédée II, donc au début du royaume, voici à quoi ressemble ce nouveau royaume. On a plus la Romandie, on n'a plus la Bresse et le Bugey, perdu en 1601. La Savoie originelle, la vallée d'Ost, le Piémont, on s'est à peu près agrandi, unifié, le comté de Nice, et donc on a en plus la Sardaigne parmi ces États de Savoie. On voit bien le détail ici. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5 États différents dans les États de Savoie. Je ne sais pas, c'est une opération de guerre. Et là, vous avez alors une gravure qui montre que l'armée arrive à Chambéry et les gens acclament, c'est écrit dessous, le peuple savoisien est venu devant eux et a prodigué les témoignages de fraternité de la défense.
Je ne sais pas si vous connaissez Chambéry, mais en tout cas, les montagnes, on ne les reconnaît pas du tout derrière. Et en fait, c'est un document qui était fait à Paris. C'est vraiment un document de propagande. Alors, la propagande a toujours existé dans l'histoire, mais au moment de la Révolution française, en fait, c'est assez incroyable comme elle se développe. Toujours pour détailler, dans cette année 1792, le 27 novembre, le rapport d'Abbaye des Gloires pour la Convention, c'est le jour en fait où la Savoie va être annexée à la France. Le peuple de Savoie est souverain comme celui de France. Ça, c'est dans un texte officiel de la Convention française. Je relève quelques mots, des expressions. La demande en réunion faite au nom de la nation savoisienne. Gardez bien ces mots en tête, c'est pas rien, surtout aujourd'hui d'y ressortir. Et tout ça se passe très mal. Donc, en fait, il y a de violence, l'insurrection, dont on parle très très peu. C'est une histoire qui est vraiment cachée, oubliée. On parle surtout de la révolution, enfin, la partie de Thônes, la contre-révolution à Thônes, la résurrection de Thônes avec Marguerite Richelieu, qui est assez bien documentée. On ne parle pas de tout le reste. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le royaume de Savoie-Sardaigne a fait une contre-offensive par 3 fronts, en passant par le Mont-Cenis, par le Petit Saint-Bernard et par le col des Montées. Et ça veut dire quoi? L'armée est passée par le Valais, il y a eu un arrangement avec le Valais. Et ils ont conquis une bonne partie du Faucigny, de la Tarentaise et la Maurienne. Et malheureusement, ça a duré un été, et la France est revenue en renfort, avec des renforts. Et ces 3 armées ont été battues. Il y a eu une armée, non seulement les armées, mais aussi il y avait en fait une vraie résistance interne. Et des milices aussi se sont développées systématiquement. Et les paysans sont venus se battre avec l'armée. Les chiens ont pris le contrôle du Piémont, le royaume de Savoie-Sardaigne a dû se retirer. Et en 1802, la vallée d'Osse et le Piémont sont envahis aussi par la France, sont même annexés, ont fait des départements, le département de la Loire. Donc, le système français va de l'autre côté du Danube. Ah, on ne voit pas très bien ici, mais c'est pas une image d'époque, c'est une image que j'ai faite en intelligence artificielle. Il y a des paysans ici et l'armée française ici. Et au milieu, l'arbre de la liberté, qui est coupé dans mon village de Sermoz, qui est coupé à Passy. C'était coupé avant tout par les paysans, avant que l'armée arrive. Ça, on ne parle jamais. C'était pris ça dans un livre de Guichonnet. Pas coupé le mal, c'est vraiment un souvenir de temps pour travailler sur la Savoie. Comme dit parfois des illusions qui vous écorchent les oreilles. Mais il y a un livre qui s'appelle Les bons en feu, qui a énormément de choses. En fait, voilà, c'est aussi dit par une personne qui a un point de vue différent que moi je peux avoir en tout cas, et donc c'est pas un point de vue régionaliste. Et donc ces arguments sont encore plus forts s'ils amènent des éléments qui vont dans notre sens, dans le sens du peuple de la Savoie. On passe sur cette période, on va assez vite, on passe à la restauration, donc là où on va commencer vraiment notre conférence. On m'a été commandé, mais c'était bien de faire cette partie qui la menait. 1814-1815. Je vais amener aussi quelques éléments, peut-être que peu de monde connaît. En 1814, c'est la première intervention de Napoléon. Le 20 mai, on a le premier traité de Paris. Et la Savoie, c'est assez surprenant, elle est divisée en deux. En fait, c'est décidé entre les grandes puissances. Et la Savoie, elle est coupée, Chambéry et Annecy, en fait, restent en France. Bon. Comme ça, c'est pas beaucoup de monde en local. Et l'année suivante, il y a encore plein d'événements. 1815, c'est le retour de d'Elbe. Napoléon reste pas très longtemps en exil à Elbe. Il revient en France. Consultation secrète, c'est un élément que peu de monde connaît aussi. Il se trouve que pour toutes ces communes de Savoie, autour du Genevois et de la Savoie propre, qui étaient restées en France, une consultation a été menée. Et là, il y a un livre complet de Max Boucher, un historien très intéressant du début 20e. Et vous obtenez de votants, auprès de toutes les familles, 26 439 pour et 120 opposants ou douteux, ceux où vous n'étiez pas sûr, ils l'ont mis dans votre cas.
il y a une petite phrase qui dit ceux qui sont pour sont vraiment que ceux qui ont acheté des biens nationaux, en fait, qui sont enrichis pendant cette période de la Révolution au détriment de la population, qui en fait s'était acheté de manière très douteuse. C'était vraiment une imposture et escroquerie. Le Congrès de Vienne, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il redécoupe autrement les États. Bonjour, sur CDS TV, je suis à côté de Laurent Blondaz pour Savoia MRS Savoie, Mouvement Région Savoie. Alors Laurent, tu nous as fait un très bel exposé aujourd'hui sur la Savoie, l'histoire de la Savoie. On a appris plein de choses. On sait que ça te porte à cœur. Comment tu considères la Savoie aujourd'hui? Comment la situes-t-elle et comment la situes, toi, tu la vois demain? Dans son avenir proche. Son avenir proche. Moi, je ne sais pas comment les choses peuvent évoluer. Dans son avenir proche, il y a plein d'incertitudes. Oui. Je trouve que la Savoie est pleinement administrée par la France aujourd'hui, la France et l'Allemagne. En sera-t-il demain de la France déjà? Justement, la France a mal. Est-ce que tu considérerais pas qu'il pourrait y avoir à ce niveau-là une opportunité pour la Savoie? Oui, alors déjà, je trouve qu'elle va aller mal, la France. La France, actuellement, c'est too big or not too big. Oui. Est-ce qu'on peut encore la sauver? Est-ce qu'elle va tomber ou pas, hein? Est-ce qu'elle est trop grosse pour tomber ou pas? Est-ce qu'on peut encore la sauver ou pas? Comme une grosse prise de conscience dans l'opinion publique, les gens se rendent bien compte que non seulement les choses ne tournent pas, mais peut-être qu'on les a manipulées ou menti depuis un grand nombre d'années. Ce qui pourrait vouloir dire aujourd'hui qu'ils vont peut-être se tourner vers autre chose. Alors, dans notre conscience ici, de toutes les personnes qui sont réunies pour faire la fête de la Savoie, oui, je pense qu'il y a une vraie conscience de cette Savoie qui a été bafouée par la France, ou en tout cas par ce régime jacobin français. On ne va pas mettre toute la France au même niveau, mais ces gens qui veulent une France centraliste, en fait, qui se servent, s'enrichissent avec ça. Il faut savoir que la richesse de Paris est bien plus grosse que la richesse du reste de la France. Et quand on regarde à l'intérieur de Paris, c'est la même chose. En fait, c'est quelques centaines de familles jacobines qui profitent de ce système qui n'est pas du tout égalitaire. Est-ce que tu n'as pas peur que cette traduction jacobine attise une réplique un peu agressive vis-à-vis des autorités républicaines et malgré tout ça, que le pouvoir est jacobin, c'est un fait. Le pouvoir est jacobin. Ce qu'on entend par république, je ne sais pas, le mot république, j'ai un peu du mal avec, parce que du point de vue français, officiel, quand on regarde la Constitution française, il y a un très beau texte dedans. La réalité, elle était tout autre, en fait. On voit qu'il n'y a pas de démocratie, alors que la démocratie française, selon la Constitution, se base avant tout sur le référendum et sur les représentants. Donc les représentants, on sent qu'ils sont trustés par les partis politiques. Le référendum, il n'y en a pas. Oui. Il n'y en a pas depuis... On parle de république, on pourrait parler de république entreprise aujourd'hui, sachant qu'il y a un numéro de sirène. République monarchique, où il y a encore peut-être dire beaucoup de mal de la monarchie, parce que certains voient quelque chose un peu plus positif. C'est vrai que les meilleures démocraties dans le monde, moi je suis pas monarchiste, mais les meilleures démocraties dans le monde, parmi elles, il y a la Norvège, la Suède, le Danemark, qui sont des monarchies constitutionnelles. La Norvège n'est pas dans l'euro, je crois. Ce n'est pas dans l'Europe, oui. Donc voilà, ça peut dire long aussi déjà là-dessus, cette vision. Voilà, alors voilà, la Savoie dans tout ça, la Savoie elle est complètement prise dans cette France, il ne faut pas non plus oublier la puissance de cet État. Les gens qui ont cette conscience savoisienne aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça. Moi je me rends compte, quand on va vers les élections, c'est difficile. Et alors justement, donc, à la fois, on a intérêt à ce que le plus grand nombre de personnes se rendent compte qu'on a des droits, que la France a une dette historique vis-à-vis de nous. Justement, tu parles d'élections. Comment les gens, quand tu parles de Savoie au niveau des élections, c'est comme une élection française, en fin de compte, l'occupant. Donc comment ils te reçoivent? Qu'est-ce que tu leur exposes? Moi, je me suis présenté vis-à-vis de la population de Savoie. On peut dire qu'il y a un certain nombre de nouveaux arrivants, mais aussi plein de gens qui sont issus de cette Savoie. Enfin, peu importe les uns ou les autres, en fait, est-ce que les gens ont envie d'aller vers plus d'autonomie? C'était la question que j'ai posée. Pour l'instant, la réponse est positive. Tu parles plutôt d'autonomie, pas de souveraineté. Parlons d'indépendance, peu importe.
se disait pleinement indépendante, elle l'a fait encore moins. Peu importe, en tout cas, et puis les gens n'aiment pas la division. Secondiste a surtout voulu un méga division, c'est bien dommage. Quand on se présente pour l'autonomie, on ne rejette pas non plus l'indépendance, parce que parmi nos troupes, plein de gens se disent que l'indépendance, ça serait bien aussi. Oui. Voilà. Mais l'important, c'est d'amener plus de bien-être pour la population. On se rend compte qu'on est dans un système qui va mal. Alors, dans le court terme, eh ben, écoutez, il y a un gros rouleau compresseur qui se dit, en 2 ans, c'est le RN qui va passer, on va aller vers ça, et tout ira mieux. Peut-être qu'il y a des choses qui seront améliorées, je ne sais pas. Hein. Personnellement, tu crois tout ça? Ah ben, peut-être que sur le court terme, il y aura des améliorations. Si on fait le parallèle avec l'Italie, avec un gouvernement de droite radicale, quelques petites améliorations sur certains points que les gens attendent, pourquoi pas. Moi, j'espère que ce ne sera pas plus, parce que entre Mélanie et le RN, est-ce que c'est la même chose qui va se passer? Ce n'est pas une tentation complètement de conserver le pouvoir avec le RN, j'en ai un peu peur. Voilà. Et à côté de ça, je pense que sur le moyen terme, les gens ne s'y retrouveront pas. On va se retrouver toujours vers un État jacobin, parce que le RN est un parti jacobin comme les autres, avec des gens qui vont se dire, bah, tiens, je suis bien là-haut, j'ai pouvoir m'accaparer le pouvoir et en tirer des profits. En réalité, c'est une fausse opposition au pouvoir actuel. Voilà, c'est une alternative. Mais moi, ce que je me rends compte, c'est que des gens qui veulent le RN aujourd'hui, militer pour Macron il y a moins de 10 ans. Donc, c'est surprenant. Voilà. Et voilà, il y a un peu de nouveauté, tout recommence. Il faut vraiment passer à autre chose. Et moi, je prône le fédéralisme, l'autonomie, la souveraineté locale. Alors, comment ça se présenterait? Parce que si tu parles d'autonomie par rapport aux échanges, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, on aura toujours des obligations, des échanges avec la France. Donc, comment ça pourrait se passer structurellement si aujourd'hui le MRS, par exemple, passait dans une élection Alors, Sabodia MRS est inscrit déjà dans une fédération avec notre mouvement, les gens et peuples solidaires, avec des partis qui militent pour le fédéralisme. On n'est pas tout seul. Et bon, on est aussi, il faut être modeste, que des partis issus de territoires identitaires, l'Alsace, la Bretagne, la Corse, le Pays Basque, le Pays catalan, l'Occitanie. Et il faut aller au-delà de ça. Cette question du fédéralisme, on essaie de la pousser au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'en fait, l'autonomie des territoires, la souveraineté regagnée, pas une souveraineté totale, mais en tout cas, la souveraineté sur toutes les questions qui concernent le quotidien, regagnée dans tous les territoires, les régions de France, par le Berrichon, je sais pas, Flandre, partie française, pourquoi pas, il y a vraiment à gagner. Et en fait, il y a des gens qui ont cette idée-là, il y a un certain nombre Il y a eu un débat au Sénat il n'y a pas très longtemps. Il y a une personnalité française, un ancien ministre qui pousse à ça. Son nom, c'est. Je renchaîne. C'est pas grave, je renchaîne sur autre chose. Mais voilà, Jean-Louis. Justement, on parle de mouvement autonomiste. J'aimerais savoir quel regard ils ont par rapport au mouvement Savoie, si on parle des Pays Basques, si on parle des Alsaciens, qui ont pas mal de brides un peu similaires à nous. Qu'est-ce qu'ils vous disent en fait au niveau de la Savoie? Les mouvements indépendantistes. Oui, par exemple. Il y a deux manières en fait entre. Nous, on a fait un sondage justement sur nos réseaux. On sait qu'il y a des autonomistes, il y a des indépendantistes, des gens qui aiment la Savoie défendre. On a fait un sondage il y a 1 an ou 2 en disant mais quelle est votre préférence? Et alors, on a un projet simplement fusionner 2 départements, ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Le projet d'autonomie, il intéresse un certain nombre de personnes. Le projet d'indépendance intéresse un certain nombre de personnes aussi. On voit qu'il y a des personnes qui se retrouvent, la majorité se retrouve dans les deux projets. Que les gens comprennent bien le sens des mots, parce qu'il y a peut-être une confusion du genre. Oui, exactement aussi. Qu'est-ce que l'autonomie? Alors, qu'est-ce que déjà la région? La région qu'on compte, c'est pas du tout une région administrative actuelle, c'est vraiment une région autonome, au sens des cantons suisses. Ça fait une grosse salade de fruits. Là, exactement. Les cantons suisses sont des États cantons. Chaque canton suisse est un État. Chaque land allemand est un État, avec des gouvernements, avec des parlements, avec une constitution propre. C'est ça qu'on souhaite. C'est ça que souhaite le MRS depuis le début. En fait, il y a une grosse confusion, les gens qui comprennent pas cela. Alors, au niveau de Sabodia, mouvement Région Savoie, est-ce qu'il y a de nouveaux adhérents et quels sont ces adhérents qui arrivent chez vous et qui vous sollicitent, qui veulent savoir par curiosité ou par
Mais intérêt. C'est tout azimut, hein. On a des gens, des anciens de la Ligue, qui, qui ont toujours été dans cette double logique autonomie et indépendance, qui reviennent vers nous parce qu'on voit qu'on a une grosse activité, pas hommes. Il y a des gens, des plus jeunes, des gens qui se disent, bah tiens, je me sens plus vers un mouvement autonomiste que vers un mouvement indépendantiste, parce que c'est quand même un engagement. Enfin, l'un ou l'autre, c'est un engagement. S'engager à être indépendantiste, quand on fait de la politique, il faut être prêt à parler à toute la population congolaise. Indépendantiste, c'est dur, autonomiste, c'est dur aussi, mais ça l'est un peu moins déjà, je pense que c'est un petit peu facile. Voilà, et puis ils essayent d'avoir un mouvement où il y a des choses qui seraient de l'avant. Je pense qu'on essaye d'avoir ce discours qui s'adresse au plus grand nombre, à la grande population, aux Savoyards d'origine, Savoyards ou Samoisiens, d'origine, les Noirs vivants, peu importe, les gens qui sont venus d'ailleurs et qui vraiment sont vraiment formidables. Au-delà des lieux ou de la provenance des individus, l'important c'est d'arriver à fédérer. Il y a tous les cas de figure, des gens qui sont très intéressés d'être ici, sont enracinés, sont passionnés. Okay. Il y a des gens qui sont ici depuis plusieurs générations, qui n'ont pas toujours franchi le pas de vouloir vraiment connaître leur histoire. Ouais. Alors en 2 mots, Laurent, pour finir, plutôt positif. Alors, il faut toujours être positif, bien sûr. Il faut s'inscrire dans un débat, faut s'inscrire dans un combat de longue haleine. Quand on dit dans 2 ans tout va changer, je ne crois pas. Mais le jour où ça changera, c'est comme, je ne sais pas si vous vous rappelez de la chose du mur. Personne s'y attendait, ça arrivait comme ça du jour au lendemain. Simplement, il faut être prêt. Il faut être prêt et puis avoir des idées positives et puis des idées qui puissent toucher plus de gens. Donc en fait, ta vision, c'est d'effondrer les murs pour pouvoir renaître. J'ai entendu une petite phrase, j'étais dans un colloque il y a 2-3 ans en Catalogne Nord, et c'était une mairesse, un autonome sur le territoire français, qui disait il faut continuer à donner des petits coups dans les murs du jacobinisme français. Ces petits coups forment des fissures qui un jour font ça va barrage. Gérer l'effondrement. Le barrage s'effondre. Ça s'effondre pour quelque chose de positif aussi. Pour l'anarchie, c'est parce qu'on faut regarder les choses avec certaine sagesse, c'est important. D'accord. On va finir là-dessus. En tout cas, merci de nous avoir accordé quelques minutes. Merci à toi. Et puis au plaisir, suivant les avancées qu'on va pouvoir vivre. En tout cas, il y en aura probablement. On ne sait pas comment, mais souhaitons-le qu'elle soit positive. Il ne faut pas se retrouver simplement dans le marasme ou dans une grosse crise. Peut arriver avec l'économie française qui est catastrophique. 3 500 milliards de dettes, 110% du PIB pour la dette. Parce que c'est vrai. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Donc nous on est toujours sur la même continuité, c'est-à-dire de s'organiser à apporter des outils d'émancipation aux gens afin de pouvoir sortir justement de toute la juridiction française qui n'a plus de sens aujourd'hui. Quand on sait par rapport à l'Europe, les accords de Lisbonne qui n'ont jamais été ratifiés, les accords entre les gens en Savoie n'ont jamais voté pour l'Europe, comme pour les Français. Comment se situe ton mouvement particulièrement aujourd'hui? Tu peux nous citer d'ailleurs? Alors du coup en assemblée plénière, on a réactivé le duché de Savoie en gouvernement de transition. Oui. Donc on a des rôles de transition, des rôles provisoires que l'on tient le temps de pouvoir mettre en place justement, d'apporter aux gens la possibilité de voter pour ces rôles que l'on tient de transition. Alors Cédric, j'aimerais que tu nous parles, il y a un sujet, je sais qui te tient à cœur, on entend souvent parler, c'est la FERT. J'aimerais que tu nous parles un petit peu son fonctionnement, comment faire aujourd'hui pour pouvoir adhérer à ce système monétaire, si j'ose dire. Tout à fait. Alors la FERT, c'est une monnaie en blockchain, ce qui permet de ne pas être arrêté par rapport à une monnaie locale comme d'autres qui ont fait leur travail, comme on dit, mais malheureusement qui est assez restreinte pour les professionnels. On ne parle pas de spéculation, c'est une monnaie. Quel type de monnaie alors du coup ?
Alors là, c'est une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie qui est sur une blockchain. Nous, on est basé sur la Solana. Donc, c'est une monnaie qui est basée sur la Solana. Et donc, on a plusieurs pôles de liquidité, comme des pôles de liquidité en or physique, ce qui permet justement de stabiliser cette monnaie. On a l'USDT, l'USDS, l'USDC, pardon. On a le Jupiter, on a Solana, on a des belles monnaies qui sont justement adossées, qui vont renforcer justement cette monnaie, ce qui permet justement d'avoir pérennisation et de pouvoir échanger au niveau... on n'est pas arrêté. C'est-à-dire que pour un professionnel aujourd'hui qui a besoin d'acheter son matériel ou même pour avant transformation de ses produits, il n'est pas restreint à faire de l'élastique pour échanger une monnaie locale qui justement n'a une valeur que par ceux qui l'acceptent. Est-ce que ton groupe, ça va crescendo au niveau des adhésions? Est-ce que les gens sont de plus en plus intéressés à venir te rejoindre? Oui, il y a une inertie qui se passe là, justement. L'inertie prend son sens, hein, comme on dit. On a le temps que les gens soient informés. Là, on commence à avoir pas mal de demandes, ce qui génère beaucoup de travail. Heureusement, on a grandi l'équipe. On a donc 2 nouveaux chanceliers. Hein, on a Josiane, qui est la chancelière, qui a accepté le rôle de transition de deuxième chancelière. On a René Pierre, qui est le 3e chancelier. Donc comme ça, on peut avoir quelque chose qui n'est pas tenu par un homme et d'avoir un équilibre justement dans toutes les décisions ou les responsabilités ou les choses on aura à faire. Puis d'autres rôles on a les sénateurs donc qui sont en train de rentrer petit à petit sur les groupes. Les sénateurs vont aider justement à mettre en place les lois. Donc tout ce qui est des codes, on a très bien avancé sur les codes et c'est tout articulé, ça va tout ensemble. C'est beaucoup de travail. Je rappelle qu'on a quand même plus de 10 000 heures de travaux. Cédric, comment tu nous expliques que les gens viennent de plus en plus se rejoindre ces mouvements de savoir? Est-ce que c'est peut-être dû au fait que la crise en France, c'est pas un secret, mais bon, tout s'effondre petit à petit, la perte des libertés. Est-ce que tu penses que c'est ce sentiment de retrouver peut-être autre chose ou plus de vérité ici en Savoie? Ah oui, on a un réel problème, hein. L'économie est étouffée. Aujourd'hui, les artisans se voient justement être obligés de se dépouiller de leur labeur, ce qui est anormal. Aujourd'hui, on peut pas survivre en tant qu'artisan, en tant que même vivant. Je pense qu'on est tous venus sur cette terre pas pour survivre, mais pour vivre. Donc, il faut qu'il y ait un partage. Et ce partage, il doit se faire justement dans une sérénité où les gens pourront avoir justement une prise de décision qui va leur permettre de s'émanciper, de réfléchir, d'apporter des nouvelles connaissances, des partages de connaissances et d'idées aussi, parce que les idées sont les bienvenues, toutes les idées qui puissent faire avancer justement le vivant sera le bienvenu. D'accord. Alors si aujourd'hui je suis intéressé de rejoindre le mouvement, un site internet, quelque chose, des contacts? Oui, on a un site internet, tiré-du-6 Savoie, donc et tiré-du-6 gouv, gouv.org. D'accord. Et nous avons aussi tout ce qui est TikTok, Facebook, Instagram, on est sur beaucoup de réseaux. On essaie de partager, d'avoir, de répondre aux gens. C'est important d'avoir une réponse et une interaction avec les gens. Et aussi des idées. Parce que des idées, on en aura besoin. On n'a pas la science infuse, comme on dit. Et c'est très important que l'on travaille en communauté et pas sur quelque chose de pyramidal. Donc j'imagine que le duché de Savoie, il y a un véritable bouillon d'idées. Oui. Qui ne demande qu'à être cuisiné. Oui. Il y a beaucoup de remises en question sur chacun. Okay. Chacun est là pour se remettre en question sur justement des belles idées et tout le monde a droit à la parole tant que ça va dans le bon sens et que c'est pas récupéré par d'autres groupes
occultes, on va dire, parce que aujourd'hui c'est le gros problème, c'est la récupération de groupes occultes. Et je pense que les gens commencent à comprendre qu'il y a il y a vraiment un phénomène de récupération et qu'il faut faire attention là-dessus pour garder justement notre souveraineté. Notre souveraineté au Mais en niveau, tout cas, merci beaucoup Cédric Coletti de nous avoir accordé un peu de parole sur CDS TV. Au plaisir de te retrouver. Merci à vous. Je suis désolé, j'ai pas trop l'habitude d'être interviewé. C'est pas trop mon dada, comme on dit, mais c'est vrai que c'est important d'avoir que les gens sachent les choses et qu'elles comprennent ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ok, merci. Alors sur CDS TV, j'ai en face de moi Eric. Alors Eric, on te voit dans beaucoup de participation à l'organisation de ces réunions, RAS, notamment le Rassemblement Amical Savoisien d'Alain-Nérou. Alors je pense que tu es une personne très investie au niveau de la Savoie. Quel écho ça a pour toi aujourd'hui, la Savoie, je dirais? Alors, l'écho de la Savoie, aujourd'hui, me permet de vivre très très bien. C'est-à-dire tous les matins quand je me lève, j'ai la banane parce que je pense à la Savoie. C'est-à-dire j'ai un avenir certain et heureux en Savoie que d'autres pays n'auront pas. Et on a cette chance aujourd'hui de vivre ce moment important et Donc inédit. tu nous parles de la Savoie actuelle sur son avenir. Bien sûr, voilà, éventuellement... ce qui m'apporte, parce que ça m'apporte de la joie de vivre, parce que j'ai un avenir extraordinaire qui m'attend. Ouais. Donc quand tu la vois, comment la Savoie de demain, si les choses devaient se faire, puisqu'il y a beaucoup de groupes qui parlent de souveraineté, d'autres groupes qui parlent d'une Savoie qui retrouverait toute son autonomie, dans quel cas tu la mettrais, toi, la Savoie déjà? Alors, la Savoie demain souveraine, c'est-à-dire que ce sera nous, les Savoisiens, qui seront souverains, qui allons décider de notre avenir pour tout, pour vraiment tout, le journalier et tout. Bien sûr, le régalien, on n'aura peut-être pas notre mot à dire, mais pour notre vie quotidienne, ce sera nous les souverains. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous attend. Tu verrais une Savoie, par exemple, où le peuple serait pleinement investi dans les décisions parlementaires ou dans les décisions même politiques du pays, puisqu'on parle de suppression de préfecture, sous-préfecture, en mettant au centre du village la mairie. Donc, qui dit mairie dit plus proche du peuple. Le peuple aurait sa parole à dire dans les décisions. Tu verrais ça comment, toi? Exactement. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on a un grand groupe de Savoisiens ont écrit une constitution qui est ce qu'elle est, mais qui est vraiment notre avenir, qui sera bien sûr décidé par nous-mêmes en consultation et en vote. Et dans cette constitution, le pouvoir du peuple est immense, c'est-à-dire dans ma propre rue, dans ma propre commune, dans mon village, dans ma province, et aussi sur l'État. Donc, tu verrais les répercussions de décisions directement sur le terrain, à côté de chez toi, partout dans la rue. En fait, ce serait un pouvoir qui serait pleinement acquis au peuple. C'est ce qui manque peut-être un peu aujourd'hui en France, puisque tout le monde sait bien que les décisions sont supranationales, que rien ne se décide et que le peuple n'est jamais consulté. Donc, quelque part, ça serait non seulement une souveraineté, mais une liberté retrouvée. Bien sûr, bien sûr. Alors personnellement, j'ai jamais voté en France parce que voilà. Alors explique-nous. Alors j'ai jamais voté en France parce que j'ai eu la chance de vivre à l'époque de Coluche, et Coluche a dit un jour une phrase extraordinaire qui m'a marqué, je crois, à jamais. C'est si le vote servait à quelque chose, il l'aurait supprimé. Et cette phrase-là a résonné dans ma tête tout le temps. Je n'ai jamais voté en France. Alors, on savait que Coluche il véhiculait un éveil au petit peuple. Les Restos du Cœur, c'est pas le fruit du hasard si c'était créé par Coluche. On savait qu'il avait fait une période, il menaçait près de 18% d'électorat en France, ce qui posait vraiment une menace peut-être au pouvoir en place de l'époque. Donc, plus proche du peuple, est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'être proche du peuple est un danger pour le pouvoir lui-même? Bien sûr, parce que si je fais le parallèle avec les gens qui m'ont dit souvent « mais toi tu votes pas, tu peux pas parler », ils comprenaient pas que eux, en 30 secondes, ils avaient donné leur voix pendant 5 ans. Et moi j'ai toujours parlé, je me suis toujours affirmé, et dans cette conviction de vie, aujourd'hui en Savoie, je vais trouver ce bonheur, et qui est inimaginable. D'avoir aujourd'hui notre destinée en main, c'est quelque chose que beaucoup de peuples vont nous envier, c'est sûr et certain. Le paradoxal dans tout ça, c'est que beaucoup de choses qui sont en France aujourd'hui sont en fait issues de la Savoie. Je pense une partie de la langue française, je pense au statut social, je pense à plein de choses. En fait, avis à ceux qui pourraient penser que la Savoie se limiterait qu'au Blochon et à la tombe de Savoie. Bien sûr, exactement. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que c'est quand même la Savoie qui a emmené la langue française au François Ier pour faire du commerce. Donc déjà, les Français remerciaient la Savoie d'avoir donné la langue française. Les Français n'ont pas conscience de ça. Voilà. Le cadastre que tout le monde connaît, c'est quand même le roi de Sardaigne qui l'a mis en place.
D'ailleurs, je précise à ce niveau-là que, en fait, la réalité, c'est que le seul cadastre qui puisse être en vigueur aujourd'hui sur ces territoires Savoie, c'est effectivement le cadastre sarde, et non pas le cadastre français. Bien sûr, c'est cadastre Sarthe qui est en vigueur encore aujourd'hui, parce que aujourd'hui, en plus, on est sous la Constitution albertine de 1848, qui nous donne le plein pouvoir. Et même si bien sûr les Français rigolent aujourd'hui de ça, mais nous, Savoisiens, ou Savoyards si vous voulez, mais nous sommes conscients de ça. Et vraiment, cet avenir qui arrive là vraiment à grands pas, nous sommes à quelques encablures de la grande victoire, entre guillemets, nous donne une pêche et vraiment une réalité de la vie qui dépasse ce qu'il peut avoir sur cette planète. Nous avons une chance extraordinaire de vivre ça en ce moment, extraordinaire. Le cas de la Savoie, il faut bien le comprendre, est unique au monde en fait. Il n'y a pas de cas similaires, ou très peu de cas qu'on puisse assimiler à ceux de la Savoie. En fait, tu vois qu'en France, les choses sont de plus en plus sombres, hein, les libertés sont diminuées chaque jour. Est-ce que pour toi, l'opportunité de la Savoie, ça serait justement une porte ouverte, si j'ose dire, pour pas utiliser le terme de certains, mais une porte ouverte sur nos libertés, notre avenir libre? Bien sûr. Alors, je vais pas parler de la France parce que moi, j'ai vraiment le cerveau savoisien et ce qui se passe en France, entre guillemets, ne m'intéresse pas. Ce qui se passe en Italie ne m'intéresse pas parce que la Savoie me prend déjà beaucoup de temps et je préfère me donner mon énergie et tout ce que je peux à la Savoie. Mais on va être un exemple pour beaucoup dans le monde. Le fait de s'émanciper de tous ces pays, l'Europe bien sûr, mais on va donner un espoir à beaucoup de peuples, beaucoup de gens, de dire que non, le peuple est souverain, et ce ne sont pas des psychopathes. D'où l'expression par le peuple. Malheureusement, j'emploie ce mot-là, mais je ne trouve pas d'autres mots. Mais qui ne peuvent pas nous commander, ils ne peuvent pas nous emmener en esclavage comme ils veulent faire dans d'autres pays. Nous sommes déjà des êtres humains faits de chair et de sang, donc on doit être libre. Libre de penser, libre vraiment de penser, libre d'agir pour nous-mêmes, mais pour la communauté. Parce qu'on restera toujours souverain, mais pour la communauté. Et nous, on acceptera, même si quelque chose me déçoit, on acceptera la contradiction. Parce que ce sera le peuple. Ce ne sera pas quelques personnes avec un pouvoir soi-disant qui vont décider pour nous. Donc tu es convaincu, avec une perspective d'avenir, je dirais, ensoleillée, pour la Savoie et la c'est même plus qu'ensoleillé, je pense que c'est la lumière à tous les étages qui nous entoure. Bien. En tout cas, on va finir sur cette note positive. Merci beaucoup Eric pour ton retour, enfin, l'état d'esprit. Continue à le véhiculer, la Savoie en a besoin. Merci. Bonjour, bien aujourd'hui je suis à côté de Claude Dufour. Alors, Claude Dufour qui s'est déplacé à Artà pour Notre-Dame pour la réunion du rassemblement amical savoisien de Alain Nérou. Alors Claude, j'aimerais bien avoir un peu ton ressenti sur la situation aujourd'hui en Savoie par rapport, je dirais, aux prémices lorsque tu as annoncé 100% Savoie ou Savoie Live aujourd'hui. Oui, Savoie Live, puisque 100% Savoie existait déjà depuis pas mal de temps. La vocation de Savoie Live, qui est de promouvoir l'histoire, aujourd'hui, elle trouve pas mal d'écho dans des groupes qui sont sur le territoire. Alors, tu as parlé de rencontre amicale savoisienne d'Alain Nérou. Les contributions de Savoie Live, ou ma contribution en tout cas, c'est de donner un coup de main à tous ces groupes, notamment sur la partie communication. Alors, on a fait le site web de rencontre amicale savoisienne pour leur filer un petit coup de main. Ça a été la même chose. Ouais, j'en dirai un mot. Alors, nous, l'association, donc c'est Savoie Live, donc on est l'association culturelle, histoire et patrimoine de la Savoie historique, donc de 1032 à 1860. On est spécialisé sur cette période. On fait pas mal d'expositions, puisqu'on possède une collection. On a pour ambition d'ouvrir un musée. Donc ça, on en parlera peut-être un peu plus tard, parce que les choses sont en route. Donc un musée sur la Savoie, parce qu'en fait, il n'en existe quasiment pas. Alors, effectivement, l'idée, c'est de créer un centre culturel savoisien qui abriterait un musée, mais aussi un petit peu des choses plus vivantes pour accueillir des associations, que ce soit sur la langue, que ce soit sur la sculpture, sur bois, enfin un peu l'art populaire qu'on avait en Savoie, mais avec au cœur de cette centre culturel un musée. Effectivement, il n'existe pas de musée, en tout cas sur le continent européen, dédié à l'histoire de la Savoie. Il y a bien le musée savoisien à Chambéry, mais qui est un musée qui va bien plus large que l'histoire de la Savoie en tant que telle. C'est une partie du musée. Donc il n'y a que 2 centres culturels au monde savoisiens. Ils sont tous les 2 en Argentine.
parce qu'il y a, au début du XXe siècle, l'Argentine s'est ouverte et a lancé des possibilités d'émigrer en Argentine, et des communautés de Savoie sont parties s'installer en Argentine. Donc c'est vrai que ça manque sur notre territoire, donc c'est quelque chose qu'on... Comment tu peux expliquer justement, avec un pays qui a 1000 ans d'histoire, qui est quand même extraordinaire, la Savoie, hein, au-delà des frontières de la Savoie d'aujourd'hui, hein, comment ça se fait qu'il y ait en fait pas l'implantation de musées et qu'il puisse traduire ce passé historique? Ah bah parce qu'il y a quand même une volonté à un moment donné, bon après 1860 et surtout à partir de 1921, il y a une volonté de faire disparaître l'entité de la Savoie en tant que telle. Hein. Elle a été intégrée dans la France, il fallait qu'elle se fonde dans cette identité. 14-18 a fait beaucoup de mal là-dessus. Néanmoins, c'est vrai qu'alors on ne cesse de redécouvrir des fresques magnifiques. Bon, je pense à Saint-Offenge, on vient de redécouvrir encore des peintures qui datent du Moyen-Âge. On a beaucoup de choses qui existaient sur le territoire qui sont exposées au Louvre. Hein. Je pense aux tapisseries flamandes qui étaient au château de Coudray, qui ont été déplacées au Louvre. Donc oui, on a un patrimoine absolument colossal, historique, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de lieu dédié à cette histoire, parce que à un moment donné, cette histoire, elle a disparu. Hein. D'ailleurs, elle a failli complètement disparaître. Hein. Si Jean de Pingon n'avait pas refaire ce travail de faire revivre un petit peu l'histoire de la Savoie, aller à la rencontre de nos racines et de cette histoire, effectivement, elle aurait été complètement effacée, diluée dans une entité française, quoi. Oui, tu parlais en fait de l'histoire de la Savoie, il y a aussi beaucoup de choses qui sont encore dormantes. Aujourd'hui, tu parlais de découvertes de fresques sous des enduits. On imagine qu'il doit en exister des dizaines. Hein. Donc en fait, on a encore beaucoup de choses à découvrir sur notre histoire. Tu vois, je sais que tu es un gros contributeur à ce niveau-là. D'ailleurs, à titre personnel, tu as une très belle collection de livres. On a pu regarder, lorsque tu es venu aux Ursules à Thonon, le musée, et c'était vraiment extraordinaire, intéressant. Donc tu continues, j'imagine, à remonter ta collection, mais ce sont toujours des fonds personnels. Alors oui, des collections, donc c'est une collection personnelle. Donc on est 2 collectionneurs, Jean-Christophe Beau et moi-même, à posséder ces collections qu'on met à disposition de l'association pour faire des expositions. Donc on vient d'exposer, pendant un mois, on était à la médiathèque de Sionzier, où il y avait une expo sur les 1000 ans d'histoire, et là on part à Suse, parce qu'on a un partenariat avec la ville de Suse qui commémore, qui est lié à l'histoire de la maison de Savoie depuis les origines, puisque Adélaïde de Suse va se marier avec Othon de Maurienne en 1048, et donc dès l'origine, notre ancrage en Piémont. Alors à Suse, on continue à célébrer cette grande histoire de la Savoie. Donc là, on est au tout début de l'histoire de la Savoie. On est au tout début, exactement. Toute première alliance du fils de Humbert au Blanchemin, qui va épouser donc la puissante famille du Piémont, l'héritière de cette dynastie, donc Adélaïde de Suse, qui sera une grande dame, hein, puisque Othon de Maurienne va décéder relativement jeune, et Adélaïde, elle aura un rôle important dans le développement de la maison de Savoie avec ses enfants et ses petits-enfants, quoi. Donc oui, ce travail sur l'histoire, en même temps, ce qui est très gratifiant, c'est de pouvoir montrer justement ces œuvres, ces ouvrages qui sont absolument magnifiques. Alors, on découvre des choses extraordinaires. On découvre, par exemple, notre contribution à la langue française, ce qui est quand même un comble. Oui. Mais donc... oui, parce que la langue française vient beaucoup de la Savoie aussi. Bah oui, donc Claude Favre de Vaugelas, qui est donc le fils d'Antoine Favre, est grammairien à la cour du roi de France, et c'est lui qui va codifier notre français moderne, qui va être le papa des dictionnaires. Donc il y a un article remarquable, si vous cherchez sur Internet les origines du français moderne, et Claude Favre de Vaugelas, vous trouverez un article sur le Figaro qui dit qu'est-ce qu'un étranger est venu codifier notre langue. Donc c'est assez drôle. Donc on découvre des choses assez extraordinaires, le côté très précurseur de ce pays. Parce qu'on va découvrir qu'effectivement au XVe siècle, Amédée VIII lorsqu'il va devenir duc et qu'il va écrire sa constitution, ses statuts de Savoie, va avoir des prises de position assez extraordinaires pour cette époque, des mesures sociales en créant l'avocat des pauvres par exemple. Donc il y a toujours eu quelque chose de très innovant dans cette petite puissance des Alpes. Hein. Quand on dit petite puissance, mais par ailleurs très influente. Oui, alors quand on dit petite puissance, si on se remet au XVe siècle, au temps d'Amédée VIII, à peu près à l'apogée du duché de Savoie, la naissance du duché de Savoie, on est quand même sur un territoire qui va de Fribourg à Nice, et qui va de la Bresse, donc des portes de Lyon, au-delà du Val d'Aoste. Donc c'est quand même un territoire qui est très grand, qui a un accès à la mer, et qui est extrêmement influent. Donc faire la part belle à cette histoire qui est quand même riche, qui est extraordinaire, qui s'étale sur plus de 800 ans. Alors bientôt 1000 ans.
même si depuis 1860, le duché de Savoie est intégré sous forme de 2 départements à la République française. Mais la redécouverte, on sent aussi un besoin de revenir vers les racines. On voit de plus en plus de jeunes, c'est assez appréciable. On a fait un repas médiéval pour commémorer la création du duché récemment, puisque ça se célèbre le 19 février, bien que la date soit le 9 février, mais très content de voir qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent à ce type de repas, qui s'intéressent à l'histoire, qui eux-mêmes font des études d'histoire, et puis il y a une richesse sur le travail qui est à faire pour des historiens qui est colossale, puisqu'on redécouvre sans arrêt, et à la fois des trésors d'histoire, mais aussi une énorme littérature qui a peu été étudiée. Ah oui. On a des poètes, Marc-Claude Dubutet ou d'autres, qui sont pour finir très peu étudiés. Des écrivains quand même remarquables. Alors celui qu'on connaît le plus, c'est Saint-François de Sales, mais qui va contribuer quand même aussi à une écriture, enfin à faire connaître la langue française. Donc voilà, ça mérite quand même de passer un peu de temps et de s'investir là-dessus. Une fois que tu es sur les rails, on ne peut plus t'arrêter, en tout cas sur la question de la Savoie. J'ai envie de dire, en fait, ce territoire extrêmement riche, millénaire, beaucoup pensent que ça peut se limiter pour Roblochon à l'atome de Savoie. En fait, c'est bien au-delà, bien au-delà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, en France, sont aujourd'hui et viennent puiser leurs origines en Savoie. En tout cas, Claude, est-ce que tu peux nous donner peut-être ton site, quelque chose, si d'éventuelles personnes seraient intéressées de prendre contact? Alors bien sûr, donc notre site internet c'est www.savoie.live, L-I-V-E. Donc vous y retrouverez toute l'information sur l'histoire, le patrimoine, puisqu'on contribue à la promotion de ces 2 aspects-là. Et puis sur notre page Facebook, on est très actif, donc vous pouvez suivre également toute l'actualité. Notre page Facebook, pareil, Savoie.live, si vous cherchez notre page Facebook. On publie sur YouTube des vidéos, de la musique et beaucoup de choses. Voilà. Donc, on vous invite à venir découvrir cette fabuleuse histoire. Et puis, on fait des conférences régulièrement également pour partager ces 1000 ans d'histoire. En tout cas, merci beaucoup, Claude. Merci à vous. Un énorme contributeur pour l'histoire de la Savoie. Merci. À vous. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Thank you.